Bonsoir Essar. Bonsoir Thomas. Alors Essar, nous arrivons au site rep numéro 64. Nous sommes le 18 juin 2019. Et pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, parce que évidemment c'est pas toujours évoqué, ce 18 juin rappelle un certain 18 juin 1940. C'est le fameux appel de Londres du général de Gaulle à la résistance des Français face au nazisme. Et vous vouliez faire un lien avec la résistance du peuple palestinien face à l'occupation et à la résistance du peuple syrien face à l'agression terroriste des Occidentaux. Effectivement. Alors, effectivement, d'abord, je voudrais saluer tous les résistants du monde, tous les résistants français et tous ceux qui sont épris de liberté, de souveraineté et dans le monde. Et puis, je les salue et puis je dis effectivement, nos luttes sont les mêmes. Nous sommes tous solidaires de toutes ces luttes pour la libération, contre la domination, contre l'hégémonisme et contre toutes les forces qui veulent mettre les peuples à genoux. La lutte du peuple français contre le nazisme et la lutte des résistants français contre le nazisme rejoint tout à fait la lutte du peuple syrien aujourd'hui contre ceux qui veulent le mettre à genoux. En fait, c'est les forces de l'hégémonie mondiale américaine et atlantiste, avec bien entendu des alliés dans le secteur qui sont des traîtres à leur propre cause, si je peux parler de l'Arabie saoudite, du Qatar, etc. Et tous les pays du Golfe qui, jusqu'à présent, se sont unis aussi dans l'agression contre la Syrie, qui aussi s'unissent dans l'agression. Je voudrais saluer aussi le peuple palestinien, bien entendu, qui est uni dans sa lutte au peuple syrien et à tous les peuples du monde et au peuple français aussi, dans cette lutte contre l'occupation israélienne, qui est une occupation ignoble, qui viole et qui violente tous les jours l'ensemble de la population, qui n'arrête pas. Et donc tout ceci, toute cette lutte qui unit nos peuples ne fait que renforcer notre volonté et la volonté des Palestiniens à vouloir être libres, à récupérer leurs terres, leur pays, à chasser l'occupant, à chasser tous ceux qui exploitent leurs richesses et leurs ressources et à reprendre la souveraineté et le contrôle de leur pays, de leur peuple et construire une Palestine démocratique et laïque comme ils ont toujours déclaré dans la charte de l'ensemble des organisations de lutte palestiniennes. Voilà, un grand salut à tous les peuples. Je n'oublie pas non plus les peuples du Venezuela, de l'Amérique latine, qui luttent aussi, de Cuba, qui résistent et luttent contre l'hégémonisme. Se joint à nous aussi le peuple iranien qui maintenant est, en fait, après le peuple cubain, a subi 40 années de blocus et puis de dites sanctions des pays impérialistes. Et voilà, malgré tout, l'Iran résiste et il est là et il se développe. La Syrie résiste et se développera. On a le et se Yémen développe aussi. Hein? On a le Yémen qui résiste également. Et le Yémen qui résiste et aujourd'hui, non seulement il résiste, mais aussi il a établi une équation complètement différente parce qu'il s'est développé dans cette guerre, il s'est aguerri, il a développé ses armes qui commencent à atteindre les lieux névralgique de l'Arabie saoudite qui l'agresse et les dernières déclarations c'est œil pour œil, dent pour dent, va créer d'autres événements
dans la région, en fait, et pour le Yémen et pour l'Arabie saoudite, qui va peut-être enfin entendre, qui n'a pas entendu la voix de la raison, mais qui va peut-être enfin entendre la voix de la force. Voilà. Oui, parce qu'après avoir averti l'Arabie saoudite que les choses allaient tourner beaucoup plus court à présent, les Yéménites ont réussi à frapper les infrastructures de premier plan d'Arabie saoudite. Hein, donc là, c'est du pétrole, hein, transfert de pétrole, transformation du pétrole en produit de secondaire, enfin exploitable. Donc là, l'Arabie saoudite est directement touchée dans ses moyens d'existence. Hein, donc, absolument, absolument. Donc elles vont entendre. Alors aussi, de ce fait, puisqu'on est aussi dans les résistances, dans les luttes, je voudrais saluer aujourd'hui aussi la lutte du peuple syrien dans le Golan, qui encore une fois s'oppose à une tentative d'expropriation de ces terres et puis de création d'expropriation et puis de création d'un fait accompli d'israélisation du Golan, après avoir refusé les identités israéliennes, après avoir réussi à refuser aussi et à faire avorter les élections locales israéliennes qu'il voulait faire au Golan. Aujourd'hui, les habitants syriens du Golan ou les habitants du Golan syrien occupé hissent le drapeau syrien encore une fois et font aujourd'hui une grève générale civile contre la tentative de création d'expulsion de leurs terres pour la création d'une série d'éoliennes soi-disant pour faire de l'électricité au Golan, donc par l'État d'Israël. Donc bien sûr, à cette occasion, donc tout le monde fait une grève civile générale. Ils ont hissé le drapeau syrien. Ils affirment que le Golan est et restera syrien, qu'ils sont tous, eux, syriens, et ils le resteront. Et la terre est syrienne, la terre du Golan est syrienne, et elle le restera syrienne, malgré les affirmations de Trump, malgré la volonté de Netanyahou de créer un village ou une colonie qui s'appelle Trump oui. Sur le plateau du Golan, malgré toutes ces manigances d'occupation et puis d'expropriation, le Golan est et restera syrien. Par là même aussi, ils sont unis dans cette même lutte avec le peuple palestinien qui résiste aussi bien à Jérusalem, à Ramallah, à Naplouse, à Bethléem, contre les tentatives aussi de violations, contre les violations de domicile, contre les destructions de maisons, contre la vente des produits de l'Église, par la vente de l'Église, en fait, le bradage, disons, des églises anciennes palestiniennes, de toutes les églises, même l'église de la Nativité, mais aussi les églises de Jérusalem, contre la violation du droit aux Palestiniens d'aller faire la prière dans la mosquée Al-Aqsa, parce que non seulement Al-Aqsa est systématiquement souillée et piétinée par les colons israéliens sous la protection de l'armée israélienne, mais aussi ils sont ceux qui viennent à la prière sont repoussés et sont interdits d'y aller, ils sont contrôlés, très peu de gens peuvent arriver jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Et avec ça aussi, donc les Palestiniens résistent et affirment systématiquement leurs droits. À Gaza, les Palestiniens résistent aussi et continuent la marche pour le retour et continuent, ils continuent leur rejet du plan de la fameuse le fameux deal du siècle là,
continuent à le refuser. Et là, je voudrais quand même signaler que l'ensemble des organisations palestiniennes sont unies dans leur refus. Elles sont unies dans leur stratégie de rejet de ce deal du siècle, qu'ils se battent ensemble maintenant contre toutes les manigances israéliennes et toutes les agressions israéliennes contre les Palestiniens, puisque aujourd'hui ils sont en train aussi d'envoyer des bulldozers pour détruire des maisons, aussi bien dans la banlieue de Jérusalem que dans la banlieue de Ramallah, que du côté de Naplouse. Les Palestiniens résistent et en fait c'est vraiment comment dire, l'horreur va jusqu'au fait les gens qui refusent de quitter leur domicile, on les interne et puis ils les mettent en prison, ils les arrêtent, les Israéliens les arrêtent et par contre ils proposent $15,000 à celui qui détruira sa maison de lui-même, ou alors, s'ils refusent aussi, ils détruisent la maison sur les gens et devant leurs yeux, sachant que, bon, toutes ces maisons, ça coûte énormément cher et que les gens se retrouvent à la rue du jour au lendemain alors qu'ils ont passé leur vie à récolter de quoi construire cette maison. D'un autre côté, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des villages qui ont été détruits et reconstruits complètement, presque c'est systématique. Les Israéliens détruisent, les Palestiniens reconstruisent, et ça montre cette volonté du peuple palestinien et des Palestiniens à continuer leur vie et à continuer leur vie dans leur pays, avec malgré toutes ces conditions horribles que leur fait l'occupant israélien, mais malgré tout, ils tiennent à être eux-mêmes dans leur pays, sur leur terre. Ils ne veulent pas quitter malgré toutes les volontés et toutes les propositions pour qu'ils quittent leur terre. Voilà. D'ailleurs, vous m'avez fait noter quelque chose d'important, Essar, parce que vous avez parlé de l'intervention de 200 policiers, ou en tout cas membres de l'armée israélienne. 200 soldats. Voilà, 200 soldats israéliens qui ont violé la ville de Sha'afat, qui est à côté de Jérusalem. Et les bulldozers sont venus détruire les maisons. Voilà, donc ça constitue, en fait, une nouvelle tentative d'annexion de la partie est de Jérusalem, c'est-à-dire qu'on est dans la poursuite de l'annexion de cette partie est de Jérusalem pour l'octroyer uniquement à l'État occupant d'Israël. Oui, plus quand même, je voudrais dire quand même, tout ça c'est conjugué avec des lois israéliennes concernant la judaïté de l'État d'Israël, l'interdiction aux juifs d'être là, etc. En fait, il y a une agression systématique aussi bien au niveau du terrain, au niveau des lois et des mesures juridiques et légales, et au niveau de ce qu'on appelle les institutions israéliennes d'occupation. Oui. Donc en fait, c'est essayer d'encercler les gens de tous les côtés pour les étrangler, les obliger à sortir et à quitter le pays, puisque ce sont les Israéliens qui veulent s'approprier ce pays, les Israéliens venus de toutes parts. Alors justement, Essar, voilà. Évidemment, on ne peut pas clore ce chapitre, en tout cas on le fait aujourd'hui, oui. Parce que évidemment, malheureusement, il va falloir en parler au prochain CITREP, de toute façon. Oui, mais on en parle tout le temps, voilà. Effectivement, parce que c'est une lutte, en fait, ce que je voudrais rappeler quand même, que tout ce qui est arrivé en Syrie, cette agression contre la Syrie, cette agression
visait effectivement à en finir avec la question palestinienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle le deal du siècle, c'est trouver la solution finale à la question palestinienne, oui. C'est-à-dire mettre dans les faits, faire accepter à tout le monde le fait établi de l'occupant, de l'occupation, oui. Qui est donc rejeter le droit au retour. Les Palestiniens, ils n'ont qu'à aller ailleurs dans les autres pays, puisqu'ils sont transformés en réfugiés. D'ailleurs, ils n'ont plus, selon Trump, ils n'auront plus la caractéristique de réfugiés, puisqu'il a refusé, en fait, il a mis dehors l'organisation OCHA, qui aide les réfugiés, les réfugiés palestiniens. Il a interdit en fait son financement, donc ou coupé le financement. Il a demandé à l'ONU de couper les financements de cette organisation. Donc en fait, les Palestiniens n'ont plus le statut ni de réfugiés qui sont partis de manière temporaire, qui doivent revenir un jour dans leur pays et qui doivent aller se disperser dans le monde, devenir une diaspora. Quelconque, etc. Et on s'approprie leurs terres, leurs maisons, les terres de leurs ancêtres. Et puis voilà, c'est passé dans les faits. Ça, c'est l'objectif à travers en fait cette agression de la Syrie, pour que la Syrie, qui est la pierre angulaire en fait et le noyau de la résistance de l'axe de la résistance, qui est constitué par l'Iran, la Syrie, le Liban, en fait, le Hezbollah au Liban, et puis la résistance libanaise, et puis aujourd'hui la résistance yéménite et la résistance irakienne et les Irakiens. Donc l'objectif, c'était casser la Syrie, qui est en fait cette pierre angulaire, et puis on ne parle plus, puisque tous les pays sont en train de courir et après ils sont en train de courir après les États-Unis et après cet état d'occupation israélienne. On voit l'Arabie saoudite aujourd'hui, elle coordonne avec l'État d'Israël. Le congrès qui va avoir lieu là, c'est que ce congrès économique qui va avoir lieu la semaine prochaine à Bahreïn, donc le 23 juin, qui vise à transformer la question palestinienne en question d'argent, tout simplement, et question économique, et pas de question de droit au sol et de droit à être dans son propre pays et dans le pays de ses ancêtres, vise justement à faire passer ce deal dans les faits. Fort heureusement, l'ensemble des organisations palestiniennes aujourd'hui sont unies dans la position de rejet de ce soi-disant deal du siècle. Ils appellent l'ensemble des pays arabes à ne pas y aller et taxent ceux qui y vont de trahison de la question palestinienne, de trahison de la question arabe et de trahison tout court, de haute trahison. Donc là, c'est quand même un point qui est très très important. On voit un petit peu partout aussi le rejet de cette occupation et de ce deal du siècle et de cette normalisation des rapports avec l'État d'occupation sioniste, puisque il a été fait état cette semaine par la télévision israélienne, sur la chaîne 13 d'ailleurs israélienne, qui a été repris par Al-Mayadin, la visite d'un groupe de sionistes qui sont allés en Tunisie, et puis en voyage touristique entre guillemets, dans lequel ils sont passés auprès de la maison, et ils ont passé à la maison d'Abu Jihad, qui a été assassiné, qui est un dirigeant palestinien qui avait été assassiné par le Mossad.
J'aime autant dire que lorsque cette information a été connue en Tunisie, il y a eu un grand mouvement de protestation de la population, pas seulement de protestation, mais de condamnation totale, et exigeant que le ministre du Tourisme qui s'est occupé de cette histoire, qu'il soit passé en justice, accusé de haute trahison, et puis que de toute façon, il est important d'affirmer que toute normalisation avec l'ennemi et l'occupant sioniste est un acte de trahison, de haute trahison, que les personnes doivent être condamnées à mort, puisque c'est de la haute trahison nationale. Donc ce mouvement en Tunisie grandit, et il y a de plus en plus des mouvements qui se trouvent dans les peuples, dans les pays arabes, autres bien sûr, qui sont où les gouvernements ont tendance à normaliser ou à créer des rapports avec l'État d'occupation sioniste. Voilà. Donc maintenant, je reviens à la Syrie. Sans forcément quitter, je dirais, le sujet précédent, c'est-à-dire que on peut d'ores et déjà évoquer et faire un lien avec les terroristes, la double agression israélienne contre la base aérienne T4 du gouvernorat de Hamas, sauf erreur, et puis la banlieue de Damas. Hein. Absolument. En fait, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, que ce qui s'est passé, cette agression terroriste depuis 2011 contre la Syrie visait à effectivement faire passer dans les faits ce deal du siècle. Et on a vu à travers les 9 années, en fait, maintenant on est en 2019 et cette agression a commencé en 2011, on a vu aussi pendant ces 8 années, disons, qu'à chaque fois que l'armée syrienne avançait, avait gagné du terrain contre les terroristes ou avançait clairement, on voyait d'un côté qu'il y avait une tempête de tous les pays atlantistes qui remuaient ciel et terre criant criant et mettant en avant les pauvres populations civiles, etc., alors qu'en fait il s'agissait des terroristes d'un côté, et de l'autre côté on voyait aussi s'avancer toujours une agression israélienne tout à fait sine qua non, en même temps contre la Syrie pour briser le dos de l'armée syrienne, mais à la chose à laquelle ils n'arrivent pas, heureusement. Donc là, on a vu comme comme l'armée arabe syrienne avançait de manière très positive contre les terroristes d'Idlib, puisque en fait là, il y a à la suite d'une multitude de violations des accords d'apaisement de Sochi, qu'ils ne les ont pas du tout appliqués. Non seulement ils ne les ont pas appliqués, mais ils étaient violés tous les jours. Mais l'armée syrienne a commencé à répondre. Oui, alors que les Russes avaient demandé. Répondu. Hein, excusez-moi, Essar, alors que les Russes, tout dernièrement, avaient déclaré un cessez-le-feu complet sur le gouvernorat. Et ça n'a pas été respecté. Qui devait durer, oui, il y a 3 jours là. Mais en fait, les violations des accords, ils ont été systématiques depuis que les accords de Sochi ont eu lieu, puisque les terroristes disaient qu'ils ne les reconnaissaient pas, notamment Jabhat al-Nusra, qui est d'ailleurs très clairement soutenu par la Turquie, qui pendant ce temps a été aussi réarmé et requinqué par la Turquie. Ils ont des armes de plus en plus sophistiquées, qui vont de plus en plus loin, que même la base russe de Hmeimim a été l'objet de tentatives de bombardement par des drones qui portaient des explosifs et qui ont été interceptés, fort heureusement, juste au-dessus par les Russes, et plusieurs
violations et des villages qui ont été sous le feu des terroristes, donc des missiles incendiaires sur Alep, sur Hama, sur le gouvernorat de Homs aussi, sur le nord de Homs, sur l'ouest de Palmyre. Tout ça sur la population civile. La pire, c'était hier, en fait, ça a été contre un village, le village de Sha'bata, sur le village, Al-Mudayhi, du côté d'Alep, où 12 personnes ont dépéri, 15 blessés graves et moins graves. Ça a été tiré des missiles incendiaires qui ont été tirés sur un mariage, sur une fête de mariage. Donc tout ceci montre de la même manière à Deir ez-Zor, de la même manière sur le Mhardé qui a été agressé à plusieurs fois par des missiles de terroristes. Sqaylabiyye a été agressé plusieurs fois et des morts et des blessés. Les villes et les villages de la vallée d'Al-Rab ont été aussi agressés et des dizaines de personnes qui ont été tuées. Bien sûr, l'armée arabe syrienne a riposté de manière héroïque à toutes ces agressions terroristes. Nombre important de terroristes a été tués dans les villages d'Aftir et Kafarnoubol et qui sont leur base stratégique. Je tiens à dire aussi qu'ils se sont affolés lorsque les villes de Kafarnoubol a été Al-Madiq et Kafarnoubol et Khan Cheikhoun ont été libérés. Khan Cheikhoun est sur le point d'être libéré. Donc c'est ça qui a occasionné aussi une agression. Je peux dire c'est ça qui a occasionné l'agression israélienne, mais ça c'est parce que c'est mon analyse. Hein. Mais ça a été donc de manière conjuguée les agressions israéliennes sur l'aéroport T4, qui est un aéroport qui est très très important dans la lutte contre les terroristes à Idlib et contre la ville de Hanaya, donc dans la banlieue de Damas. Alors voilà. Donc, on voit bien quand même la connivence. Israël est toujours très présent. L'état d'occupation sioniste est toujours très, très présent dans cette guerre terroriste contre la Syrie. Maintenant, je tiens à dire aussi, quand même, on pourrait parler quand même rapidement aussi de tous ceux qui veulent, veulent créer une guerre atomique, une très grande guerre dans le Moyen-Orient, dans la région. C'est Israël qui cherche toujours à allumer le feu, je peux dire. Alors justement, avant de poursuivre, vous parlez d'allumer le feu, ça me fait penser à quelque chose que vous venez de dire. Des incendies que les terroristes provoquent pour détruire les récoltes en Syrie. Bon, ça c'était la parenthèse, mais elle était très importante pour montrer à quel point la détermination, le sadisme et la perfidie de ces individus va loin. Hein. Oui, non. En fait, depuis le début, il y a une volonté d'affamer. Puisque depuis le début de cette guerre, ce qui était visé, c'était les silos de grains, c'était le pain, c'était l'infrastructure, mais qui permettait aussi, ils ont pollué les terres avec le pétrole, ils ont pollué l'eau potable avec le pétrole. L'objectif, c'est affamer, c'est tuer, c'est mettre la population à genoux, et c'est pas du tout ni la démocratie ni le je sais pas quoi, le charabia qu'ils ont vendu au début. Mais depuis le début, cette agression contre la bouchée de pain du peuple est présente. Actuellement, ils tirent des missiles incendiaires pour brûler les récoltes.
et ce, dans toutes les régions de la Syrie, donc aussi bien dans le nord-est à Hasakeh que dans les plaines de Souaïda et de Dera, que dans les plaines de Homs et puis El Rab, que dans les plaines aussi de Hama, d'Alep, etc. Donc aujourd'hui, il y a des milliers de dômes et d'hectares qui ont été brûlés alors que la saison était excellente. Hein. C'est une saison excellente puisqu'il y a eu beaucoup de pluie cette année, donc une saison céréalière qui était très, très bonne. Les terroristes cherchent à incendier ces récoltes. L'État syrien rachète en fait les céréales en fait que les paysans ont cultivées, et même ceux qui ont eu leur récolte brûlée, ils leur payent quand même le prix de leur récolte. Ils évaluent et ils leur payent, donc pour éviter qu'il y ait vraiment une très grande pauvreté et une dépendance économique qui se fait. Donc là, c'est un point qui est très important à signaler. D'un autre côté, je voudrais dire aussi, et je signale le kidnapping en fait du reporter d'Al-Akhbari Souri qui était à Hasakeh par Al-Ashayis, qui sont les milices du PKK dans le nord-est de la Syrie, donc qui a été kidnappé par eux parce il les a filmés en flagrant délit d'incendier les terres et les récoltes syriennes. Donc aussi là, ça fait 12 jours qu'il est dans leurs mains. Je pense qu'il y a des grandes discussions pour le libérer. Je ne sais pas, j'espère qu'il est encore vivant. Et c'est Mohamed Zouhé. Donc, je voudrais lui dire que nous sommes de tout cœur avec lui et que je pense que nous ferons tout tout le monde fait tout pour le libérer. Dernier point, alors je voudrais dire en fait... Vous m'avez signalé quelque chose aussi, Essar, oui. Une agression chimique terroriste à Alep contre les civils, mais apparemment ils s'en sont pas servis pour incriminer cette fois-ci Damas, parce que c'était trop flagrant d'après ce que vous m'avez dit. Oui, ils s'en sont servis pour tuer la population, pour agresser la population, donc une agression chimique réelle, avec des gaz toxiques à Alep aussi. Qui a été faite par les terroristes contre la population civile, encore une fois. Puis qu'est-ce qu'il y avait aussi? Les tonnes de C4 qu'on a retrouvées. Les tonnes de C4 qu'on a trouvées. Alors oui, moi je voudrais parler de deux choses encore. Oui. On a encore un peu de temps, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je voudrais parler aussi des quantités de munitions et d'armes qui ont été trouvées dans différents points de la Syrie, et ce, avec l'aide de la population. Donc aussi bien dans la campagne de Raqqa et de Deir ez-Zor, des tonnes de C4 ont été retrouvées, avec quantité de 12 000 boulets de mortier. Obus de mortier, oui. Oui, 12 000 et des quantités de C4. Hein. Donc ça, c'est dans les côtés Deir ez-Zor et Raqqa, en quantité vraiment importante, et puis des gros barils de matière largement explosive. Il y a eu aussi à Beijing, qui est la partie sud-ouest de Damas, qui est en fait limitrophe du Golan occupé. Aussi des quantités de C4. Hein. Il y a eu 4 000 tonnes. 4 000 tonnes ou 4 tonnes. Je crois que c'est 4 tonnes. Il me semble bien que 4 tonnes, oui, 4 tonnes, effectivement.
4 tonnes de C4, hein, donc en forme de mousse, comme ça, de T4, hein, avec aussi des quantités importantes et puis Abidjan, donc là on l'a vu. À Tel el-Hara aussi, il y a eu des quantités de C4 aussi qui ont été trouvées. Voilà, donc c'est tout ça qui est trouvé et qu'on continue à trouver qu'il y a des quantités d'armes et de munitions. Il ne manquait pas, hein, ni d'armes, ni de munitions, ni de... Mais il est d'ailleurs signalé dans la campagne de Homs, hein, on a trouvé des missiles anti-chars. Voilà. C'est ça, des missiles TOW, les fameux missiles anti-chars TOW fournis directement par les Américains. Hein. Des TOW, oui, absolument, des anti-chars, des TOW, tout à fait. Je voudrais parler de ces volontés, justement, des explosions d'Al-Fujairah. Oui. Et puis du pétrolier au large de la mer d'Oman. Je suis désolé, je vous ai interrompu, c'était ça que vous vouliez évoquer tout à l'heure avant que je vous interrompe. Oui. 2 points importants sont à voir. C'est que Al-Fujairah est à 70 000 ce qui a été brûlé, en fait, et à 70 000 de Al-Fujairah, l'Arabie Saoudite. La deuxième explosion, elle est à 30 000 des berges iraniennes. Donc, en fait, c'est une région où existe la 6e flotte américaine, où existent des quantités de services secrets, de renseignements, etc., des Américains, des Britanniques et aussi des Iraniens. Donc, il ne peut pas y avoir une intrusion sans qu'il y ait une complicité du côté américain ou du côté britannique, etc. Je voudrais signaler qu'à la deuxième, pour les pétroliers japonais qui ont été explosés, donc dans le large de l'Iran, dans le large de la mer d'Iran, de la mer d'Oman, mais à côté de l'Iran. Oui. C'est arrivé d'abord pendant la visite du Premier ministre japonais en Iran. Oui. C'est une visite très importante et stratégiquement très importante, puisque c'est la première fois qu'un Premier ministre japonais rend visite à l'Iran, sachant que le Japon est un très grand allié des États-Unis. Le Japon est pratiquement le pilier sur lequel s'appuient les États-Unis dans la région de l'Est, dans les pays de l'Est du globe, en fait, c'est arrivé, ce navire japonais a été explosé pour casser les relations qui se construisaient peut-être entre le Japon et l'Iran. Donc, ça ne pouvait pas être l'Iran, d'une part. Et puis, d'autre part, le ministre des Affaires, un responsable, en fait, iranien, a affirmé que l'Iran a exactement les documentations qu'il faut, des photos et puis les pièces de documentation de conviction, à conviction, etc., qui montrent qui a opéré, qui a fait ces attentats, mais il est prêt à le remettre à une commission d'enquête internationale et objective qui viendrait sur place pour enquêter sur la question. Or, l'Iran donc a demandé la présence de cette commission d'enquête
Et les États-Unis et l'Angleterre s'opposent à cette commission d'enquête. Forcément. Alors, moi, ça me rappelle exactement le même, avec un scénario qui est exactement le même, mais l'objet était différent. La dite agression chimique de Khan al-Assal, lorsqu'il est arrivé en 2013 en Syrie. Oui. Et la Syrie a demandé une commission d'enquête à laquelle s'opposaient effectivement tous les pays occidentaux, et y compris d'ailleurs l'ONU, mais ils ont fini par l'accepter, et elle est arrivée en août, alors que l'agression avait lieu en mars. Et elle est arrivée seulement quelques jours. Ils ont provoqué un false flag aussi à Douma pour détourner la commission d'enquête de son objectif, et ils lui ont dit: vous allez nous dire s'il y a eu ou pas utilisation d'armes chimiques. Et puis, mais par contre, on ne vous demande pas de dire qui les a utilisées. À ce moment-là, je tiens à vous dire quand même que c'était surtout les soldats de l'armée arabe syrienne qui ont été victimes de cette attaque chimique. Ça n'a pas empêché les responsables, les ministres des Affaires étrangères des pays atlantiques et des pays de l'Union européenne de continuer à mentir et dire: c'est la Syrie, c'est Bachar al-Assad qui a utilisé le chimique contre son peuple. Et donc là, c'est vraiment exactement le même scénario. On répète et c'est coupé-collé, et puis voilà, c'est ça dont se sert l'Occident pour museler les vérités, et ils usent et abusent de leur pouvoir de pression sur les instances internationales comme l'ONU et les instances de l'ONU, et sur les médias mainstream qui sont complètement dans leurs mains. Il est clair que la Russie monte le ton, hausse la voix contre ces manipulations. Elle dit la vérité, et la Chine aussi de plus en plus. D'ailleurs, on passe à la Chine puisque le ministre des Affaires étrangères, Walid al-Muallim, syrien, a été hier en visite en Chine. Au cours de cette visite, il y a eu réaffirmation de la solidarité de lutte entre la Chine, en fait le fait que la Chine soutient la lutte du peuple syrien et de l'État syrien contre le terrorisme d'un côté, et elle soutient sa lutte aussi pour recouvrer l'ensemble de son territoire. Elle soutient aussi en fait la lutte pour qu'il y ait une véritable paix dans la région, et que les forces étrangères existant dans la région et qui n'ont de manière complètement illégale et qui n'ont pas été appelées par l'armée syrienne, qu'elles doivent se retirer. Donc les Américains, toutes les forces de l'OTAN qui doivent se retirer, et aussi surtout la Turquie, mais la Turquie, elle fait partie de l'OTAN. Souvenez-vous quand même, la Turquie aujourd'hui, elle est là par la force de l'OTAN. Elle est là pour elle-même aussi parce qu'elle a un projet dans la région en Syrie, mais elle est là par la force de l'OTAN, et c'est un pays de l'OTAN, et la Turquie abrite la plus grande base américaine quand même au Moyen-Orient, après la base de Hadid qui est la base à Qatar. Incirlik aussi. Donc, alors il reste une minute, Essar, pour conclure ce CITREP. Une minute ? Oui. D'accord. Alors je voudrais juste dire quand même que que les retours des réfugiés se fait de manière progressive de tous les lieux. Les réfugiés syriens reviennent du Liban, des réfugiés qui arrivent à s'extraire aux mains des terroristes et des Américains de la base Al-Tanf, en fait, donc Mukhayyam al-Rukban, ils arrivent quand même à revenir. Il y a des dizaines de familles qui reviennent en Syrie. Oui. Et il y a des réfugiés qui reviennent du camp Al-Hol et du camp Al-Azraq.
donc de Jordanie. Ce retour se fait avec l'aide du gouvernement, avec beaucoup de facilités qui sont faites pour les papiers, mais aussi le gouvernement qui donne la priorité à la reconstruction de leurs villages et de l'infrastructure dans ces villages. Il y a aussi donc, pour finir, je peux dire que la Syrie va bien, résiste et construit. Qu'on construit aujourd'hui pour faire Il y a eu le festival de l'authenticité qui a eu lieu à Alep la semaine dernière. Donc, très beau festival pour maintenant, après 2 ans de la libération d'Alep. Et le festival il y a 2 salons internationaux de Damas qui est prévu donc pour août. Et d'autres salons, d'autres festivités, les examens, les étudiants et puis les jeunes surdoués qui fonctionnent aussi, il y a des concours au niveau de la fabrication de robots et fabrication de petites inventions pour améliorer la vie des gens. Voilà, alors je vous salue et puis je vous remercie. À la prochaine fois. Merci Essar, merci encore une fois pour ce site rep rendez-vous dans 2 semaines pour le 65e. On approche d'un anniversaire, d'une date anniversaire, c'est la 3e année que vous nous offrez ces sites rep bientôt. Et ça passe vite. Oui, ça passe vite. J'aurais voulu que la situation soit nettement meilleure, mais ça va venir de toute façon. C'est avec la force. Merci Essar, bonne soirée, à bientôt. Merci, bonne soirée, à bientôt, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.